Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Merci cher frère, donc je suis très heureux de partager avec vous un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au domaine du leadership, du développement personnel. Et c'est un livre qui m'a été offert par un frère, son Excellence Khardiouf, en 2009, si je ne me trompe, lors du retour d'un voyage au Japon. Et vraiment, depuis que j'ai lu ce livre-là, vraiment, ça a eu un grand impact sur moi. C'est pourquoi, donc, je n'ai pas hésité à accepter de faire un exposé sur ce livre-là pour partager avec vous mes notes de lecture. Donc, Inch'Allah, nous allons essayer donc de respecter le canevas proposé par le pôle formation, qui consiste à présenter l'ouvrage et l'auteur, à essayer de camper le contexte de date de publication de l'ouvrage et de présenter les objectifs poursuivis par l'auteur, de retracer les idées principales développées par l'auteur, de présenter la conclusion de l'auteur et de faire une petite analyse des forces et faiblesses de l'ouvrage. Non, ça ne marche pas là. Je vais défiler. Voilà. Donc, les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. C'est le titre de l'ouvrage. Il y a un sous-titre qui s'appelle « Le livre qui va changer votre vie ». Donc, ça, c'est la promesse faite par l'auteur. Et vraiment, c'est un livre qui peut changer de vie si on met en œuvre les enseignements de ce livre. Donc, c'est un très volumineux livre, donc qui compte environ 443 pages, qui est articulé autour de 4 parties. Donc, la première partie porte sur les paradigmes et les principes. La deuxième partie porte sur les victoires intérieures. La troisième sur les victoires publiques. Et la quatrième partie sur ce qu'on appelle le renouvellement. Donc, c'est l'amélioration continue. Il est écrit par Stéphane Richard Covey, qui est né en 1924, excusez-moi, le 24 octobre 1932, aux États-Unis, donc Salt Lake. Et il est décédé au mois de juillet 2012, suite à un accident. Donc, il était professeur donc, dans une université américaine de l'État de l'Utah. Et son livre le plus connu est effectivement Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc, c'est un ouvrage qui a été édité en 1989 et qui est vendu à 40 000 exemplaires, traduit à environ 40 langues. Donc, Stéphane Covey synthétise donc plusieurs siècles vraiment de sagesse et nous promène vraiment dans une odyssée au cœur de la nature humaine et des valeurs. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui, avec un savant dosage de talent, de passion et d'expérience, nous permet donc de prendre connaissance des valeurs fondamentales qui gouvernent la vie humaine. Donc, lui, il a étudié à Harvard, à l'université de l'UTA et à Brigham Young College, donc des États-Unis. Voilà ce qu'on peut dire. Vous voyez à gauche, donc j'ai mis un petit résumé que j'ai trouvé dans Wikipédia, donc qui donne un résumé donc de son passage. Donc ça, c'est l'auteur. Maintenant, pour ce qui est donc de l'ouvrage proprement dit, ça c'est l'introduction. J'ai un souci avec les icônes qui m'empêchent de voir mon écran là. Excusez-moi une minute, je vais essayer de les arranger. Parce que voilà. C'est quoi ça? Parce que... Jawar, il y a des frères et sœurs qui sont dans la salle d'attente. Je ne sais pas si tu peux les récupérer. D'accord, je regarde.
Donc, j'ai un petit souci là. Voilà, c'est bon. Donc, il dit donc cette introduction, j'allais dire du livre, hein, il dit donc, dit que nous sommes pris tous dans la tourmente de la concurrence, donc pour les organisations, quelles qu'elles soient. Donc, ça peut être des organisations non gouvernementales, des organisations comme entreprises, des organisations politiques. Il y a tout le temps de la concurrence. Et face au changement également, donc tout le monde fait face à des changements. Donc, nous tous réfléchissons à une nécessité, bien à la nécessité d'améliorer nos façons d'agir. Donc, il y a beaucoup de propositions. Il y a des ouvrages, des articles, des programmes de consultants qui vantent en tout cas des formules ou des produits qui permettront de régler nos problèmes dans cet environnement concurrentiel. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Donc, les propositions qui sont faites souvent sont des formules comme des recettes de cuisine que d'aucuns pensent être efficaces pour régler des problèmes. Mais il dit que ce n'est pas aussi simple que ça. Et les résultats qu'on engrange souvent par ces propositions-là ne sont pas spectaculaires. Mais il se console en tout cas d'une dynamique qui est en train de naître à travers le monde avec l'émergence d'une nouvelle philosophie de gestion. Et ces nouveaux acteurs sont accros aux principes universels que présente son livre. Et il dit que ces principes-là vont avoir un effet radical ont eu un effet radical sur sa vie. Donc, après des années de recherche, d'expérience et de traitement, il s'est rendu compte qu'il existe des lois naturelles, des principes qui gouvernent la vie. Donc, depuis l'apparition de cette habitude, il dit que le monde a connu de spectaculaires transformations. Donc, la vie est devenue plus complexe, plus exigeante, plus stressante avec l'ère industrielle. Nous sommes passés donc à l'ère de l'information et du travail du savoir, avec les conséquences profondes que cela suppose. Dans notre vie privée, familiale et professionnelle, nous devons faire face à des problèmes inimaginables il y a 10 ou 20 ans. Ces difficultés sont spécifiques du point de vue de leur ampleur, mais aussi de leur essence. Donc, ces bouleversements de la société qui s'annoncent sur les marchés internationaux transformés par l'avènement des NTIC et aujourd'hui des réseaux sociaux soulèvent une question primordiale. Pour lui, c'était est-ce que son livre allait être toujours d'actualité? Et il répond par l'affirmatif, parce qu'il dit que plus les changements sont radicaux et difficiles à affronter, plus les attitudes qui sont enseignées dans ce livre se justifient. Parce qu'il dit, les soucis que nous avons aujourd'hui sont universels et ne cesseront de s'accentuer. Donc, il va falloir trouver des remèdes qui sont également basés sur des principes universels qui sont au sein de toute société durablement florissante. Et en plus, il ne réclame pas la paternité de ces principes. Il les a juste identifiés et classés. On va passer rapidement sur ces théories, ces parties théoriques. Donc, l'auteur vise en tout cas principalement dans cet ouvrage-là à amener les personnes et les organisations à mettre en place des changements de paradigme, en mettant l'accent sur des principes éternellement nouveaux, comme il le dit, ce qui, loin des effets de mode, considère l'être humain dans sa totalité. Donc, lui, il essaie de prendre en charge l'être humain dans ses différentes dimensions. Donc, ensuite, l'autre objectif qu'il poursuit, c'est inciter les lecteurs à aborder les choses vraiment importantes de la vie en sachant donner la priorité à la famille, aux amis et aux relations pour agir plus efficacement dans les autres domaines. Parce qu'il dit, pour lui, la famille, les amis et les relations sont aussi importantes que les activités professionnelles que nous menons. Donc, vraiment, c'est ces deux objectifs. Donc, amener les gens à faire des changements de paradigme et ensuite inciter ceux qui vont lire le livre à aborder et à mettre les choses importantes à la bonne place. Donc, la première partie du livre qui porte sur les paradigmes et les principes, donc, va concerner ces différents points. Donc, l'éthique de la personnalité qu'il met en opposition avec l'éthique du caractère et il explique ensuite les paradigmes. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la partie théorique ou bien le cadre théorique même de l'ouvrage. Là, vraiment, il présente les concepts et les théories, en tout cas, qu'il utilise dans l'ouvrage, dans la partie vraiment où il présente les différentes habitudes. Donc, pour la première partie, donc, il dit
si nous voulons avoir des changements vraiment significatifs dans notre vie, nous devons partir de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit que si nous cherchons donc des solutions à l'extérieur de nous, nous risquons de ne pas avoir de solution aux problèmes que nous vivons. Donc lui, en tant qu'auteur et consultant, il a pu côtoyer des employés, des cadres des universités, des couples, des familles. Il a rencontré pas mal de personnes qui ont atteint un certain niveau de réussite extérieure. Mais à l'intérieur, ces gens-là vivaient souvent une certaine soif, un profond besoin de justice, comme je l'ai dit, d'efficacité et de relations enrichissantes. Les gens réussissaient dans la vie matérielle, si je peux dire, mais sur le plan spirituel et sur le plan socio-psychologique, il y avait des problèmes donc qu'ils vivaient. Et ils disent qu'ils pensent que ces problèmes sont universels et connus, en tout cas, de tout le monde. Et ces problèmes ne peuvent pas être résolus avec du rafistolage. Donc, il faut vraiment un travail de fond sur soi pour pouvoir être à jour sur ces problèmes-là, pour pouvoir régler ces problèmes. Donc, ils avaient un fils qui n'était pas à la hauteur, en tout cas, de leurs attentes. Et ils avaient essayé toutes les astuces qu'ils ont trouvées dans les livres, dans les formations qu'ils ont suivies. Mais le fils ne s'améliorait pas. Parce qu'en fait, ils ont découvert qu'eux, ils avaient une façon de voir leur fils qui communiquait à son fils un message qu'ils ne disaient pas par leur bouche. Donc, leur façon d'être avec leur fils communiquait autre chose que le soutien qu'ils apportaient à leur fils. C'est pourquoi ils disent que donc, ils se sont rendus compte que donc, pour changer la situation, ils devaient se changer eux-mêmes. Donc, changer le regard qu'ils portaient sur leur fils pour pouvoir l'amener lui-même à prendre en charge ces changements. On le verra plus tard où il dit que les portes du changement ne s'ouvrent que de l'intérieur. Personne ne peut forcer quelqu'un d'autre à changer. Donc, c'est là où il dit que la façon d'être également a son importance et qu'il fallait qu'il change donc leur façon d'être vis-à-vis de leur fils pour pouvoir accéder, en tout cas, à son changement. Donc, pour ce qui est de l'éthique de la personnalité, qu'il met en rapport avec l'éthique du caractère. L'auteur, en tout cas, s'est étonné. Il a essayé d'étudier donc la littérature sur le domaine de la réalisation de soi, le développement personnel aux États-Unis de 1776 au moment où il a écrit son livre. Donc, il a constaté que les 50 dernières années ont été très superficielles du point de vue de comment il gérait les relations entre, en tout cas, les relations humaines, si je peux dire. Et contrairement aux 100 années qui ont précédé, 100 années qui ont précédé donc ces 50 années, où les gens mettaient vraiment en avant donc les critères vraiment basés sur le caractère, comme l'intégrité, l'humilité, la fidélité, la sobriété, le courage. Contrairement à ça, donc les gens vivaient donc selon une image sociale qu'ils projetaient, ou bien en tout cas selon l'image sociale que la société leur reflétait. Donc ça également, il dit donc si on veut avoir des changements, donc on doit avoir des façons de faire basées donc sur des principes, sur des valeurs plus ou moins justes pour trouver vraiment le bonheur. Par contre, si on utilise donc ce qu'il appelle donc l'éthique de la personnalité, qui projette une image extérieure, on risque de ne pas régler les problèmes. On va peut-être les calmer pour un moment, mais les problèmes vont surgir. Donc, si vous avez des rapports difficiles avec votre enfant, avec votre époux, avec votre collègue de travail, avec votre patron, si vous ne prenez pas le temps de travailler en vous, de travailler sur votre caractère, et que vous privilégiez la mise en place d'outils techniques de communication, techniques de leadership, techniques de, etc., vous pouvez avoir des résultats peut-être, mais ces résultats ne seront pas durables. Parce que notre façon d'être, et ça il répète aussi la citation de Emerson, qui disait que vous êtes, ce que vous êtes résonne tellement fort à mes oreilles que je n'entends pas ce que vous dites. Donc souvent, ce qu'on appelle la communication non verbale parle plus que ce que nous disons, les mots que nous utilisons. Est-ce que quelqu'un me dit ce qu'il voit sur cette image? Rapidement, 2 ou 3 personnes. Vous voyez l'image? Oui, nous voyons. Qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un peut me dire 2 ou 3 personnes? Il faut déverrouiller votre micro pour que...
Allô? Ah oui, Moi, je vois deux personnes renversées. deux personnes renversées. Oui. Ou bien une personne renversée et une autre non renversée. Une personne qui est droite, une autre renversée, voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre a vu quelque chose? Moi, je vois une vieille femme. Hein? Une vieille femme. Quelqu'un a vu une jeune femme? Une vieille femme. Une vieille femme. Ok. Donc, vous voyez, donc vous avez toutes deux raisons. Lui, il dit qu'il a vu deux images, une renversée à l'endroit, et l'autre dit qu'il a vu une vieille femme. Certainement, quelqu'un d'autre va voir une jeune femme. Donc, l'image renversée est l'image d'une jeune femme. C'est comme ça donc que nos perceptions se forment. Là, c'est pour introduire la partie, la signification d'un paradigme. Vous connaissez cette image aussi, j'espère? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez? Sorry. Qu'est-ce que vous voyez? On le voit, hein? Vous voyez quoi? Qu'est-ce que vous voyez comme dans l'image? Une vieille femme. Une vieille femme. Quelqu'un a vu autre chose? Une jeune femme. Une jeune femme, vous voyez? Donc, l'autre a vu une jeune Moi, je femme, vois l'autre a vu... un peu énervé. Oui. Vous voyez? On a un peu Je n'ai pas vu. met sa main sur. On a Ah, je qui ne un vous peu entends sa pas main bien. sur son. Ah, ok. Je ne vous entends pas J'ai vu bien. énervé. Oui. J'ai vu Oui. qui est un peu énervé. Être un peu énervé. Ah oui, vous voyez l'énervement là, ici. S'il joue un peu gonflé là, ou ça joue un peu gonflé. Ok, jeune fille, oui. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ça. C'est pour nous montrer donc que nous sommes programmés d'une certaine façon pour voir d'une certaine façon. En fait, c'était ça. Chacun en fonction de ce qu'il est, ce qu'il a vécu, voilà, son historique, voilà, les paradigmes auxquels il a été soumis. Donc, c'est fait une façon de voir le monde. Et c'est ça qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un a vu une vieille femme, l'autre une jeune femme, et même une jeune femme énervée. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça la signification des paradigmes. Donc, il dit donc que ces principes qu'il enseigne sont basés donc sur ce qu'il appelle des principes essentiels de réussite. Ils sont fondamentaux. Donc, ils expriment le fait que sont intégrées les justes valeurs sur lesquelles se fondent réussite et bonheur. Mais maintenant, il dit pour pouvoir comprendre ce qu'il va enseigner, il est important que nous apprenions, comment on appelle ça? Il nous faut appréhender, excusez-moi, nos propres paradigmes et apprendre à opérer un changement de paradigme. Donc, pour pouvoir intégrer ce qu'il va enseigner, il sera nécessaire que nous soyons prêts à opérer un changement, éventuellement s'il nous propose des choses convaincantes. Donc, c'est ça un peu l'enjeu. Donc, il faut qu'on comprenne. Donc, il dit que donc, l'éthique du caractère, comme l'éthique de la personnalité, constituent toutes les deux des exemples de paradigmes sociaux. Donc, consacré à l'origine au domaine scientifique, le mot paradigme s'emploie aujourd'hui en psychologie comme synonyme de modèle conceptuel, de théorie, de modèle de perception, d'hypothèse, de carte de référence. Donc, au total, il désigne la façon dont nous voyons le monde, le comprenons ou l'interprétons. Donc, si nous considérons donc les paradigmes comme des cartes, c'est notre façon de voir. Donc, il faut que nous admettions que cette carte n'est pas le territoire. Donc, c'est une façon donc, de représenter le territoire. On peut dire donc qu'un paradigme n'est pas une explication, n'est qu'une explication, une théorie ou le modèle. Et chacun de nous a un grand nombre de cartes, si je peux dire, classables en deux catégories. Donc, il dit que les paradigmes peuvent être classés en deux catégories. Ceux qui représentent donc ce qu'il appelle voir les choses telles qu'elles sont, et une autre façon de voir qui voit les choses telles qu'elles devraient être. Mais nous interprétons en tout cas ce que nous voyons à travers ces deux types de cartes mentales. Et souvent, nous ne nous questionnons pas la véracité de ce que nous voyons, parce que nous avons été tellement, comment on appelle ça, lavage de cerveau, programmé, et tout ce que vous voulez, de façon à ce que pour nous, il n'y a que cette façon de voir les choses. Et nos attitudes et comportements découlent de ces hypothèses-là, donc de notre paradigme. Et notre vision du monde est à l'origine de notre façon de penser et d'agir. Donc cette façon de voir également
conditionne notre façon d'agir, de réagir ou de penser. Donc, c'est un peu ça, un peu l'importance des paradigmes, donc, qu'il va falloir que nous revisitions pour voir comment nous pourrons atteindre nos objectifs, que ce soit dans la famille, au travail ou au niveau personnel. Maintenant, le changement de paradigme, il explique, en tout cas, il donne des exemples de changements de paradigme qui ont été opérés à travers le monde. Par exemple, Ptolémée, pour lui, le centre de l'univers, c'était la Terre. Mais Copernic a opéré un changement de paradigme et ça a déclenché, je dis, de vives réactions. Et si nous voyons également au niveau politique, au départ, donc, le mode de gouvernement qui était en cours, je peux dire, en Europe notamment, c'était la royauté, comment on appelle ça, la royauté avec un droit divin des rois. Mais depuis la révolution, je crois, de 1900, c'était quand la révolution. Donc, il y a donc un changement de paradigme et les démocraties ont remplacé, si je peux dire, pour les rois. Il y a peut-être quelques États qui ont encore des rois, comme peut-être l'Angleterre, Monaco, etc. Donc, il dit on a dû opérer des changements de paradigme pour passer à ces États-là. Mais quel que soit, il dit, quel que soit, qu'il soit positif ou négatif, instaté ou progressif, ces changements nous mènent d'une vision du monde à une autre. Donc, si nous voulons changer des paradigmes, nous devons donc changer de façon de voir. Et ces changements engendrent donc des modifications marquantes de nos paradigmes, qui sont les sources de nos convictions, de nos comportements, et en dernier lieu de nos relations avec les autres. Donc, il dit, non, la façon dont nous interagissons avec les autres, effectivement, provient de ces paradigmes qui sont les nôtres, et qui sont notre façon de voir le monde. Et il dit, si nous voulons donc faire des changements minimes dans notre vie, on peut se suffire donc de essayer de changer nos idées, nos comportements. Par contre, si nous voulons avoir des changements vraiment significatifs, un impact significatif dans nos vies et nos relations, nous devons aller au-delà de ces idées-là et travailler sur les paradigmes qui sont les déclencheurs de ces idées et de ces comportements. Également établir un rapport entre notre façon d'être et notre façon de voir. Donc, et il dit, il existe un lien étroit entre ce que nous voyons et ce que nous sommes. Donc, il est impossible de progresser si, pour changer sa vision des choses, on ne change pas aussi notre essence même. Donc, pour progresser, il faut que nous changions nous-mêmes notre être. Donc, il faut que nous travaillions sur nous-mêmes, c'est notre façon d'être, et ça qui va nous donner plus d'impact quand nous communiquons. Parce qu'il y aura une cohérence entre ce que nous percevons, la personne qui est devant nous, nous allons la considérer comme une personne à part entière, et nous allons lui parler en tant que personne. Sinon, nous risquons de parler sans que nos mots reflètent vraiment la communication non verbale que nous avons en face de la personne. Donc, les paradigmes sont des forces, car ils constituent une longue vue à travers lesquelles nous entrevoyons le monde. L'énergie de leur changement opère des changements significatifs qui se manifestent de façon spontanée ou progressive. Donc, ça, je vais vous épargner ça parce que le temps est en train de compter et on a plein de choses à voir. Donc, pour faire un changement de paradigme, ici, il dit aussi, il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire que nous avons été enfants et au départ, on ne pouvait rien faire pour nous. Donc, on était vraiment, on pouvait se retourner à peine. Ensuite, on a commencé à se retourner. Ensuite, on a commencé à pouvoir s'asseoir. Ensuite, on a commencé à ramper. Ensuite, on a commencé à se lever, à marcher. Donc, il dit, donc, il n'y a pas à se précipiter pour trouver des solutions vraiment de facilité, des solutions rapides pour pouvoir atteindre nos objectifs. Nous devons prendre le temps, donc, de gagner ce qu'il appelle des victoires intérieures pour pouvoir arriver à gagner des victoires publiques. Mais pour cela, il va falloir un apprentissage. Donc, et il dit, c'est facile de l'accepter sur le plan physique, mais il est plus difficile donc d'admettre cela, cette nécessité de faire évoluer les choses, donc dans les relations, pour prendre le temps d'améliorer et de développer notre personnalité avant de pouvoir, en tout cas, voir les résultats que nous escomptons. Souvent, nous cherchons des raccourcis, espérant, en brûlant des étapes, et espérant gagner du temps et des efforts. Malheureusement, ces raccourcis-là nous demandent encore plus de travail pour réparer et traiter, gérer les crises qui vont être occasionnées
à travers ces forcing. Ici, il donne l'exemple de sa petite fille qui fêtait son anniversaire. Donc, les gens sont venus avec des cadeaux, donc ils ont fait des cadeaux, et les enfants voulaient jouer avec ces cadeaux. L'enfant a dit non, je ne joue pas avec vous, avec ces cadeaux, c'est mes cadeaux. Donc le père est venu, il a essayé de négocier avec l'enfant, lui proposer d'abord de raisonner, donc pour lui dire bon, c'est les amis qui sont venus, etc. Donc l'enfant a dit non, je ne joue pas. Donc il a proposé de lui donner des bonbons. L'enfant a dit bon, je ne veux pas de bonbons. Donc c'est mes cadeaux, je ne joue pas. Donc ensuite il a menacé et obligé l'enfant à céder. Donc il a utilisé la peur. Donc lui, il regrette d'avoir fait ça parce qu'il dit que je n'ai pas tenu compte donc, du niveau de maturité de l'enfant à qui je devais donner le temps de savourer sa possession avant de pouvoir la partager. Donc pour dire donc, nous devons respecter dans nos relations avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos collègues, ce temps de maturation. Si nous avons conscience qu'il faut changer certaines choses, nous devons également avoir la patience de permettre aux gens de progresser avec le principe d'évolution et de changement jusqu'à atteindre le niveau de maturité qui permet de pouvoir mettre en œuvre donc, ces changements-là. Et dit souvent, le problème, c'est la façon dont nous voyons le problème. Le problème, c'est la façon dont nous voyons le problème. Parce qu'en général, nous pensons que le problème est à l'extérieur, c'est l'autre. Donc, nous pensons que c'est l'autre qui a des problèmes et par conséquent, nous devons trouver une solution, ce qu'on appelle des aspirines sociales, pour permettre d'apaiser soit la situation, soit par la force, soit par le chantage, soit par des compromis, soit en tout cas de diverses façons. Donc, il faut que nous admettions que dans les situations qui sont en face de nous, nous avons plusieurs possibilités et nous le verrons quand on va voir les habitudes. C'est, par exemple, il y a des situations où nous ne pouvons pas agir. Quand il pleut, nous ne pouvons rien faire. Si j'ai un rendez-vous dehors et qu'il pleut, ce que je peux, c'est prendre mes dispositions pour que je ne sois pas mouillé. C'est ça que je peux faire. Par exemple, si je veux que quelqu'un fasse quelque chose, là, il me faut de l'influence. Donc, je dois travailler sur comment faire pour avoir de l'influence sur une personne. Par contre, si je dois sortir, je ne sors pas, ça, c'est ma décision personnelle. Je peux le faire ou ne pas le faire, c'est mes choix. Mais il faut que j'admette donc ma relation. Si j'ai des relations tendues avec mon épouse, avec mon enfant, avec mon collègue, au lieu de penser que c'est mon épouse, c'est mon enfant, c'est mon collègue qui a des problèmes, je dois d'abord me poser en tant qu'acteur. Parce que le comportement de mon épouse, de mon enfant ne dépend pas de moi. Donc, ce que je dois avoir, c'est de l'influence envers ces personnes-là pour pouvoir les influencer et les faire agir dans le sens que je veux. Mais si il faut que ce soit sincère. Mais si je pense que c'est eux qui ont des problèmes, il faut que je fasse quelque chose, que je leur demande de faire quelque chose par la force ou par chantage ou par etc. Donc je ne suis pas dans vraiment l'éthique du caractère. Je suis dans peut-être l'éthique de la personnalité, voilà, qui va utiliser des bombes ou des aspects sociaux pour pouvoir en sortir. Et se demande, est-ce que dans ma relation avec mon épouse, je ne me suis pas imposé des paradigmes liés à ma femme, à mes enfants, à mes collègues, paradigmes qui entretiennent le problème. Donc, il faut que je me remette en cause donc pour pouvoir ma contribution à l'existence du problème. Maintenant, il dit, vous comprenez comment les paradigmes de l'éthique du personnel peuvent peser sur notre manière de voir les choses et les résoudre. Et il ouvre ce chapitre par une citation de Einstein qui dit « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes difficiles que nous rencontrons en demeurant au même niveau de réflexion où nous nous trouvions lorsque nous les avons créés. » Donc il dit, si nous voulons régler les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes surtout cruciaux, il nous faut nous élever à un niveau supérieur. Donc il nous faut changer de paradigme pour pouvoir avoir une vue et la distance nécessaire pour pouvoir analyser le problème et trouver les solutions. Et ils disent donc son livre contribue donc à ce niveau de pensée. Parce qu'il est axé sur de tels principes et fondé sur l'individu. Donc il offre une approche de l'efficacité personnelle et relationnelle qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc lui, il cherche des solutions en soi avant de pouvoir influencer les autres. Ce qui signifie qu'il faut commencer par nous-mêmes, parce qu'il y a de plus profond en nous, par nos paradigmes. Donc, si nous voulons améliorer nos situations, nous devons travailler sur nos paradigmes, sur notre personnalité et sur nos motivations. Il dit, si nous voulons avoir un mariage heureux, nous devons nous efforcer de générer une énergie positive pour empêcher l'énergie négative de se développer. Celui qui désire que son enfant demeure
un adolescent plus coopératif doit se montrer plus compréhensif, plus dynamique, plus cohérent et manifester plus d'amour. Celui qui désire plus de liberté d'action doit se montrer plus responsable, plus serviable et s'investir dans son travail. Celui qui désire qu'on lui fasse confiance doit se montrer digne de confiance. Voilà, donc il dit, si vraiment nous voulons régler les problèmes, il faut qu'on s'élève à un niveau supérieur pour pouvoir apporter des solutions basées sur le caractère et pas sur le rafistolage. Donc pour lui, avant de pouvoir avoir de l'influence à l'extérieur, nous devons déjà nous maîtriser nous-mêmes, avoir des victoires intérieures. Il faut que nous soyons en possession de nous. Donc tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas avoir ce que nous voulons, obtenir nos résultats. N'oubliez pas que le titre du livre, c'est les personnes qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc si nous voulons entreprendre, et quand nous entreprenons, nous sommes en interaction avec d'autres personnes. Si je vends quelque chose, il me faut des clients. Okay? Si je dois éduquer mes enfants, il faut que les enfants soient là. Si je dois avoir un mariage heureux, il faut que mon épouse soit là et coopère. Donc, avant de pouvoir avoir de l'influence sur ces personnes-là, il faut que moi-même, j'ai une maîtrise sur moi pour pouvoir ensuite mettre en place des systèmes de coopération gagnant-gagnant avec ces personnes-là. Donc, avant de faire des promesses, il faut savoir s'en faire à soi-même et les tenir. On ne peut pas améliorer ses relations avec l'entourage sans améliorer sa relation avec soi-même. Je pense Vraiment, que c'est... dans quelques secondes, on se reconnecter, Inch'Allah. Donc, il disait donc il nous faut être à un autre niveau de pensée où nous étions quand nous avons créé les problèmes que nous vivons. Donc, ça demande donc de changer de paradigme pour donc nous mettre à un niveau différent pour pouvoir apporter des solutions à ce problème-là. Donc, il a dit que celui qui veut avoir un mariage heureux va s'efforcer de générer une énergie positive pour empêcher l'énergie négative de se développer. Celui qui veut avoir un bon rapport avec son enfant doit également se montrer plus compréhensif, manifester plus d'amour à son enfant. Si nous voulons avoir donc plus de liberté d'action, on doit se montrer plus responsable, plus serviable et s'investir dans son travail. C'est lui comme ça qu'il voit les choses. Il faut donc penser différemment, élever nos paradigmes vers un nouveau degré, plus intense, penser de l'intérieur vers l'extérieur. Donc arrêter donc de chercher les solutions à nos problèmes à l'extérieur de nous-mêmes. Donc il y a un sous-chapitre qui s'appelle donc présentation des 7 habitudes. Donc ici, on va expliquer un peu ce que lui, il appelle habitude, quoi. Donc il dit notre caractère est fait d'habitude. Donc il dit qui sème une pensée, récolte une action. Qui sème une action, récolte une habitude. Qui sème une habitude, récolte un caractère. Qui sème un caractère, récolte un destin. Donc toute notre vie est donc articulée autour de nos habitudes. Donc si, et je crois que ça recoupe un peu un hadith du prophète qui dit que quelqu'un qui a l'habitude de mentir finit par être consacré menteur. Donc, pour dire donc que notre habitude a une influence sur notre destin. Donc, il dit les habitudes constituent donc dans notre vie de puissants facteurs parce qu'elles sont des modèles logiques, souvent ignorés du conscient. Elles expriment notre caractère et engendrent notre efficacité ou notre efficacité. Donc, si on est efficace, c'est parce que nous avons des habitudes qui nous permettent d'être efficaces. Si nous ne sommes pas efficaces, c'est parce que nous avons des habitudes qui nous empêchent d'être efficaces. Et souvent, ce qui est dangereux dans ça, c'est que nos habitudes sont souvent inconscientes. Donc, nos cerveaux écrit un programme, si je peux dire, automatisé, quoi. Donc, à chaque fois que le stimulus est là, en général, il réagit à mettre en place le système. Donc, c'est pourquoi il est important de faire très attention aux habitudes. Donc, il dit aussi que nos habitudes exercent une force de gravité énorme, aussi importante que la force de gravité de la Terre. Il donne donc, par exemple, quand les astronautes sont partis vers la Lune, là, donc, il dit au départ, donc, la première poussée, c'était difficile pour décoller, pour vraiment se lancer. Mais une fois qu'on s'est lancé, les choses vont devenir plus faciles. Idem pour les habitudes. Donc, pour changer une habitude, il va être difficile. Mais dès qu'on est persévérant et qu'on continue à vouloir changer cette mauvaise habitude, au finish, on va arriver donc à installer cette nouvelle habitude-là. Donc, il exerce donc une force vraiment qui nous permet de gravité, qui peut nous empêcher d'évoluer. Donc, briser les habitudes profondément ancrées. Par exemple, si nous sommes accros au retard, à l'impatience, à la médisance, à l'égoïsme, etc., à toutes sortes de mauvaises habitudes, donc ça va requérir beaucoup de volonté et des changements dans notre vie. Parce qu'il y aura toujours de la résistance, ou bien, en tout cas, les habitudes, on dit, chasser le naturel, le revient au galop. Donc, il va falloir être vraiment avec une volonté de faire pour pouvoir y arriver. Le décollage demande un grand effort.
Mais une fois la force de gravité vaincue, notre liberté prend une toute autre dimension. Donc, voilà donc, ce qu'il dit sur les habitudes. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de dire, je crois. Voilà. Donc, présentation des 7 habitudes. Donc, ça, c'est le détail. Donc, il va expliquer un certain nombre de concepts. La définition de l'habitude pour lui, la maturité et la définition de l'efficacité. Mais je voulais qu'on s'arrête un peu sur cette citation d'Aristote, qui dit « L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. » Donc, c'est à retenir, c'est très important. Donc, pour lui, pour créer une nouvelle habitude, nous devons agir à 3 niveaux. Au niveau de nos connaissances, il faut qu'on sache que notre habitude n'est pas bonne. En tout cas, nous avons une habitude. Je suis accro au retard. Il faut que je prenne conscience donc que cette attitude-là n'est pas bonne et que je veuille la changer. Donc, connaissance, il faut que je sache déjà que voilà une bonne habitude à faire. Comme le professeur Hassan a dit, donc je vous recommande la sincérité. Donc, c'est une habitude. On sait maintenant qu'il faut être sincère. Maintenant, comment faire pour être sincère? Il faut vouloir être sincère. Donc, c'est ça le deuxième pilier donc, pour les changements d'habitude. Il faut vouloir donc être sincère. Et ensuite, il faut avoir la compétence pour être sincère. Il faut savoir le faire. Bon, le cas que j'ai pris, ça peut être, par exemple, j'ai un défaut. Moi, c'est j'écoute pas. Il faut que je prenne conscience que, attention, dans mes interactions avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes collègues, je ne les écoute jamais. Si je prends conscience de ça, il faut que donc je désire changer ça. Donc, il faut que je sois motivé à changer cet état de fait. Une fois que donc j'ai la connaissance et que j'ai la volonté de changer, il me faut savoir comment écouter. Écoute active, écoute empathique, etc. Donc, il dit, pour faire un changement donc durable des habitudes, il faut que ces 3 éléments-là soient présents. Il explique également ce qu'il appelle l'échelle de maturité. Il dit qu'à notre enfance, on est dépendant en général, physiquement. On ne peut rien faire. On est né sans aucun. Voilà. On ne peut rien faire. On est couché. Voilà. On peut à peine se retourner. Donc, on est obligé de dépendre de quelqu'un. Mais également, il y a des adultes qui sont toujours dépendants. Il y a des époux qui sont dépendants de leurs épouses. Il y a des épouses qui sont dépendantes sur le plan affectif ou sur le plan de la réflexion. Il y a d'autres qui sont dépendants physiquement parce qu'ils sont handicapés, etc. Donc, mais sur le plan intellectuel, par exemple, on peut être également dépendant. On ne peut pas penser pour soi. C'est également une forme de dépendance. Et sur le plan même du leadership, on peut également être dépendant. On est suiveur. On ne prend pas d'initiative. On préfère être dirigé. Tout ça, c'est des états de dépendance. Mais pour avoir les habitudes qu'il a et réussir tout ce qu'on entreprend, nous devons évoluer donc sur cette échelle de maturité pour aller donc de la dépendance à l'interdépendance. Mais on ne peut pas être interdépendant si on est dépendant. Donc, il va falloir que l'on se défasse de notre dépendance. Et c'est ce que les habitudes-là qu'il nous propose vont nous aider à assurer. Donc, il va nous aider à ne plus être dépendant et à être indépendant. Mais on sait aussi que dans la vie, l'indépendance seule ne suffit pas. Je peux penser par moi-même, je peux faire cuisiner pour moi-même, voilà, je peux laver mon linge par moi-même. C'est bon. Mais si je veux créer une entreprise, je veux fonder un foyer, je veux élever des enfants, c'est obligé de faire appel à quelqu'un d'autre. Et là, intervient donc l'interdépendance. Donc, nous devons donc travailler sur nous pour garantir notre indépendance d'abord, vraiment être maître de nous-mêmes, avant de pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir interagir avec eux dans la réalisation de nos buts et objectifs. Donc, c'est ça un peu, de manière ramasser donc l'échelle de maturité, dépendance et dépendance, interdépendance. Là, il définit donc ce que lui, il va appeler efficacité dans son livre. Vous connaissez un peu l'histoire de la poule aux œufs d'or, je crois. Donc, il y avait un fermier qui avait trouvé dans sa ferme, donc que sa poule avait pondu un œuf en or. Il n'y croyait pas ses yeux, donc il allait vérifier, se faire confirmer effectivement que c'était de l'or pur. Le lendemain, il revient, encore il trouva de l'or, un autre œuf. Troisième jour, etc. Mais un jour, stupide qu'il est,
Donc, voulant avoir tout l'or tout de suite, il a dit qu'il va égorger la poule. Il a égorgé la poule, mais il trouva que la poule était comme tous les autres poules, hein, il n'y avait pas d'œufs en or dans la chose. Finalement, il a perdu les œufs en or, mais il a également perdu donc, la machine qui faisait les œufs en or. Donc, il dit que cette fable contient donc une loi naturelle. Et c'est comme ça, lui, qu'il définit l'efficacité. Il dit, beaucoup de personnes considèrent que plus on produit, plus on est constructif. Mais l'espoir de la poule, de la poule aux œufs d'or montre que la véritable efficacité dépend de deux paramètres. Ce qui est produit, donc les œufs, et l'unité de production, la capacité à produire la poule. Si vous centrez votre vie sur les œufs et négligez la poule, vous vous retrouvez bientôt sans unité de production. Mais également, si vous consacrez votre énergie sur la poule sans s'occuper de la production des œufs, vous finirez également de ne plus avoir de quoi manger, ni la poule n'aura de quoi manger, ni nourrir d'œufs. Donc, il dit donc, pour lui, l'efficacité réside dans le maintien de cet équilibre-là. Et il dit, cet équilibre-là, on doit le chercher partout. Dans nos relations avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos collègues, nous devons veiller à ce qu'il y ait un équilibre donc, entre la production que nous voulons. Je donne l'exemple, par exemple, si vous voulez que votre enfant fasse quelque chose, range sa chambre tout le temps, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes. Hein. Vous pouvez trouver tout de suite les œufs, que la chambre soit rangée tout de suite. Fais-moi ça tout de suite, sinon je te casse la gueule. Excusez-moi l'expression. Il peut le faire. Mais vous avez les œufs, mais vous n'avez pas mélangé la poule. Mais vous pouvez trouver un système qui permettra donc d'avoir le résultat, donc les œufs, donc la chambre rangée, sans stresser votre enfant, sans le maltraiter ou sans violence verbale. C'est ça qu'il dit. Donc, avec votre épouse également, si vous voulez quelque chose de votre épouse, vous pouvez l'exiger, mettre la pression, faire du chantage et tout pour avoir ce que vous voulez. Mais en même temps, vous mettez un sacré coup sur la qualité de la relation. Donc, il dit, si vous voulez être efficace, nous devons veiller à ce qu'il y ait équilibre. Donc, j'ai mon produit, mais également l'unité de production est restée intacte et bien entretenue. Donc, c'est important donc à retenir. Voilà, ça, c'était la première partie. La définition, donc, c'était la partie vraiment conceptuelle où il définit les concepts. Donc, l'essentiel va se jouer à ce niveau-là. Les victoires intérieures. Donc, ça, c'est pour pouvoir aller vers le public et gagner des victoires privées, si je peux dire, il y a un travail à faire sur soi. Et les habitudes qu'il propose dans ce chapitre-là, c'est d'être proactif. Il faut que nous soyons proactifs. Et il faut que nous soyons clairs sur là où nous voulons aller. Donc, nos objectifs, notre vision. Et il faut que nous mettons en œuvre en commençant par les priorités. Voilà les trois axes qui composent cette deuxième partie. Donc, soyez proactif, c'est le principe donc de perception individuelle. Soyez proactif. Donc, la proactivité, il le définit donc comme ça. Donc, il dit donc, par exemple, il y a un événement déclencheur, si je peux dire, le stimulus, ce qu'il appelle stimulus. Et là, il a découvert à travers l'ouvrage de Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, donc l'homme à la recherche de sens ou bien à la quête de sens. Donc, ça, c'est ça. Qui dit qu'entre donc le stimulus et la réponse, il y a la liberté de choisir. Donc, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, le Foucault était dans un centre, d'un camp de concentration. Et malgré ça, il dit qu'il a tenu à préserver ce qu'il appelle la dernière des libertés. C'est la liberté de choisir. On peut t'emprisonner, mais on ne peut pas emprisonner ta tête. On ne peut pas emprisonner ton cerveau. Tu peux continuer à réfléchir et à voir les choses d'une autre façon qui est différente de ce que la plupart des gens feront. Et là, on a l'exemple aussi du prophète Yusuf sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui a été vendu. Et malgré ça, il n'est pas resté là à se plaindre ou bien vraiment à pleurnicher sur son sort, mais il a été tellement proactif au niveau du Aziz Misra, jusqu'à ce qu'il ait été responsabilisé dans la gestion du gouverneur. Et quand il a été en prison également, il a été tellement proactif qu'il a révolutionné, je peux dire, en tout cas, la prison. Donc, c'est un peu ça. Donc, entre le déclencheur
j'ai un problème avec mon boss, j'ai un problème avec mon épouse, j'ai un problème avec mon enfant, j'ai un problème avec mes partenaires, comment j'ai réagi? Et exercer sa liberté de choisir, en tenant compte de la conscience de soi, de son imagination, de son savoir et de sa volonté, c'est un peu ça qu'il appelle proactivité. C'est-à-dire vraiment ne pas réagir, mais répondre. Là, il définit donc la notion de responsabilité. Il prend le terme anglais responsibility. Response, donc réponse, capacité à apporter. Ability, donc able, I'm able to, en anglais, I'm able to, donc je suis capable de. Donc il dit que donc, être responsable, c'est être capable d'apporter des réponses. Ce n'est pas réagir. Donc, on m'a fait quelque chose, je réagis tout de suite. Je dis donc, entre donc, la réaction et le stimulus, il dit j'ai la possibilité de choisir la réponse. Donc, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas l'événement déclencheur qui va déterminer ma réponse, mais c'est mes choix. Donc, j'ai des objectifs, j'ai une vision, j'ai une mission, et donc, je vais réagir en fonction de la durabilité. Je vais réagir en fonction de la constructivité. Et je crois que c'est ça que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En aucun moment, il n'a réagi par rapport aux agressions des Mécois. Il a subi toutes les formes de maltraitance, d'injures et de trucs, mais il n'a jamais été là à réagir par rapport à ça. Il avait toujours des réponses qui permettaient aux gens vraiment de venir vers le message de l'islam. Donc, c'est un peu ça, la proactivité. Donc, c'est vraiment choisir notre réponse par rapport aux événements et aux situations que nous traversons. Nous sommes responsables. Donc, vraiment, ici, il nous enseigne donc la responsabilité. Donc, il dit, dans notre vie, nous allons être confrontés à 3 types de problèmes. Il y a ce qu'on appelle des problèmes sur lesquels on peut agir. Donc, c'est ce qui demande mon intervention. Je dois payer mon loyer, je dois acheter quelque chose, je dois, etc. Ça dépend que de moi. Donc, je peux le faire. Ça ne demande pas l'intervention de personne. C'est dans ma zone d'influence, si on peut dire. Mais juste après ma zone d'influence, il y a des choses qui dépendent de mes relations. Ça peut être mon enfant, ça peut être mon épouse, ça peut être mes collègues. Là, ça sort un peu de ma zone d'influence. Et il y a ce qu'on appelle donc vraiment la zone de non-maîtrise, quoi. Hors contrôle, c'est vraiment la température, si je peux dire, la météo, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles vraiment je n'ai aucune emprise. Et il dit donc, si nous perdons notre temps sur des choses sur lesquelles on n'a aucune entreprise, comment le gars se comporte, comment la presse a écrit telle chose, on risque d'oublier nos buts, on risque d'oublier nos missions et on risque de ne pas atteindre nos objectifs. Donc, il dit il faut que nous travaillions dans ce qu'il appelle notre zone de confluence, notre zone d'influence. Et plus nous travaillons sur notre zone d'influence, nous allons l'élargir jusqu'à envahir nos zones de préoccupation. Et là, on est dans une énergie positive. Par contre, si nous consacrons toute notre énergie à nous plaindre des préoccupations, ah, mon épouse est comme ça, mon enfant est comme ça, mon boss là, il est, etc., les transports, le gouvernement, les enseignants, etc., là, on diminue son énergie positive et on est dans une énergie négative. Et là, on s'éloigne de plus en plus de nos objectifs parce qu'on ne fait rien, parce que c'est des choses sur lesquelles on ne peut rien. Le comportement du gouvernement, nous ne pouvons rien, en tout cas, entre guillemets. Effectivement, il y a des choses que nous pouvons faire peut-être. Mais en tant qu'individu, je veux dire, si nous voulons atteindre nos objectifs, on va passer moins de problèmes à discuter des problèmes du gouvernement que de voir comment nous pouvons apporter des solutions à nos propres problèmes qui contribuent à l'atteinte de nos objectifs. Donc, c'est un peu ça. Donc, soyez donc dans la zone d'influence, travaillez sur votre programme et oubliez les préoccupations sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Maintenant, entre les deux, il y a ce qu'on appelle les zones où on peut avoir de l'influence. C'est par exemple, si mon épouse a un caractère, en tout cas que je pense, etc. C'est pas forcément ma vision, comme on avait dit tout à l'heure, les paradigmes. On a vu 2 vieilles dames, une vieille dame et une jeune dame sur la même photo. Également, dans ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, avec mes collègues, je peux ne pas avoir raison, mais je peux avoir quelque chose qui me semble pas de mon point de vue. OK? Et là, je dois travailler à l'influencer, à changer cela, plutôt que de vouloir imposer ce changement-là. Donc, je dois être en confiance avec la personne, que ce soit mon enfant, mon épouse ou mon collègue, pour pouvoir échanger de manière bénéfique avec cette personne-là, pour pouvoir avoir les résultats que je veux.
Donc, là, je peux mettre en œuvre ce qu'on appelle là l'influence. Donc, sur les choses que je contrôle, donc, voilà, c'est dans mon domaine de compétences. Et sur les choses sur lesquelles je peux influencer, c'est mes relations. Et les préoccupations, c'est vraiment des choses sur lesquelles vraiment je ne peux pas agir directement. Ça, c'est la première habitude. Donc, soyez proactif. Vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de programmer ce que vous allez faire. Un informaticien, il dira que c'est le programmeur, c'est à vous de programmer. Maintenant, sachez dès le départ où vous voulez aller. Il dit que ça, c'est écrire le programme. Donc, on va essayer d'écrire notre programme. Il dit, sachez dès le départ où vous voulez aller. Donc, il faut que vous soyez clair avec votre vision, votre mission. Qu'est-ce que vous voulez réaliser à la fin de votre vie? Et là, il commence ce chapitre avec vraiment une visualisation très, très dramatique, parce qu'il dit, imaginez, il demande à celui qui lit le livre, le lecteur, de fermer les yeux pendant 2 minutes et de s'imaginer en train de partir vers un lever du corps. Le lever du corps, donc, à l'hôpital de Fann. Il dit donc, vous arrivez à l'hôpital, tout le monde est là, les amis, les parents, les collègues de travail, les voisins, les camarades de parti, les camarades de syndicat, tout le monde est là. Et vous arrivez, donc vous vous dirigez vers le cercueil et vous l'ouvrez et vous voyez vous-même étalé devant les personnes. Et les gens sont en train de faire des témoignages. Il dit, imaginez ce que vous voudrez que les gens disent de vous à ce moment-là, quand le jour viendra, où vous serez étalé devant tout le monde, les camarades de classe, les anciens camarades de classe, les collègues, les amis, les voisins, les camarades de la mosquée, les frères de la mosquée et tout. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent? Qu'est-ce que vous aurez aimé laisser comme impact sur ces personnes-là? Et il dit donc, c'est ça donc un peu la fin. Donc il faut que nous réfléchissions avec cette fin-là. Sachez qu'un jour, on sera là-bas. Et maintenant, comment on va faire pour que ce jour-là, les gens disent ce que nous voulons qu'ils disent? Et là, c'est vraiment remise en cause. Et là, ça va nous permettre donc de revoir nos relations avec nos collègues, avec nos épouses, nos enfants, nos voisins, etc. Et de mettre en place des plans d'action qui permettront que ce jour J, ils puissent dire ce que nous voulons qu'ils disent. Donc, c'est un peu ça qu'il commence. Mais l'idée derrière, c'est quoi? C'est que dans toute chose, il y a 2 créations. Quand je veux construire ma maison, j'ai un plan donc, pour la maison. Et ensuite, il y a le bâtiment physique qui va être là. Mais avant d'avoir le bâtiment physique, il me faut un plan. Il faut que je donne au maçon, à l'ingénieur, un plan qui lui permettra donc de tracer et de construire la maison. Donc, il dit que toutes les choses ont été créées 2 fois. Dans notre vie, donc, tout ce que nous voulons, il faut qu'on le planifie, qu'on dise, voilà ce que nous voulons. Dans 5 ans, voilà ce que je veux. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 40 ans, voilà là où je voudrais être. Voilà le style de vie que je voudrais. Voilà ce que je voulais posséder. Donc, c'est cette création-là qui nous invite à faire. Ou bien, est-ce que nous voulons fonctionner à défaut? On l'appelle par défaut. Donc, fonctionner comme ça, donc sans dessin, sans avoir voilà, un but. Il ne nous a pas créé comme ça. Il nous a créé avec un but bien déterminé. Donc, il faut que nous soyons clairs donc, pour voir comment nous pouvons contribuer à la réalisation du but pour lequel nous avons été créés. Donc, là, il fait une différence aussi entre management et leadership. Il dit, donc, c'est 2 parties. Il dit diriger et gérer. Il dit diriger, donc, c'est leadership, gérer, c'est management. Il dit que donc, diriger est du ressort de la 2e création. Excuse-moi, de la 1re création. C'est là où on dit la vision, la mission, ce qu'on veut réaliser. Maintenant, gérer, c'est l'implémentation de ce qu'on veut réaliser. Donc, c'est un peu ça qu'il veut dire. Donc, il faut que nous soyons créés en créant notre propre scénario. Il faut que nous soyons dans notre vie vraiment l'acteur principal. Que nous écrivions déjà ce scénario-là, et que dans ce scénario, que nous puissions tenir le plus beau rôle. Il faut que nous ayons une image de nous, vraiment qui nous permette donc d'atteindre les objectifs que nous voulons et de contribuer à notre société. Également, il propose à chacun donc d'avoir ce qu'il appelle un énoncé de mission personnelle. C'est-à-dire, dans votre vie, vous dites à quoi vous voulez contribuer. À quoi vous voulez contribuer? Quelles sont vos missions?
et quelles sont vos valeurs. Il faut que ça soit clair. Et il donne des exemples dans le livre, donc pour montrer comment on peut faire son énoncé de mission personnelle. Et pour faire cet énoncé-là, il dit que notre vie est axée sur plusieurs choses, si je peux dire. Il y a des gens dont la vie est axée sur l'argent. Il y a des gens dont la vie est axée sur autre chose. Il y a d'autres qui sont axés sur des principes, d'autres sur la religion, d'autres sur le travail. Donc, chacun a un axe principal. Donc, essayez d'identifier votre axe. Mais le meilleur des axes, c'est l'axe qui est basé sur des principes. Et en fonction donc de ça, vous allez bâtir donc votre mission. Et pour bâtir cette mission, il dit, il faut identifier vos rôles dans la vie. Je suis époux, je suis père, je suis fils, je suis responsable de, je suis subordonné de, etc. Et dans chacun de ces rôles, il faut que je puisse identifier quels sont les objectifs qui sont attendus de moi et qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ces objectifs-là. Donc, il faut que ce soit clair. Donc, et là, je vais faire ensuite une planification. Je crois que c'est la deuxième étape qu'on va voir. Et là, une fois qu'on a identifié, donc, ouais, ah ouais, d'accord. Donc, il faut qu'on a identifié, qu'on a notre programme. On est le programmeur, on a écrit le programme. Il faut qu'on exécute le programme. Donc, c'est donner la priorité aux priorités. Vous voyez dans cette image, on a un bocal plein, mais il y a des gros cailloux qui sortent. C'est-à-dire que dans la planification, la personne a mis les petites choses avant et il a oublié donc ses priorités. Donc, dans cette habitude-là, il nous demande donc de donner la priorité aux priorités. Donc, si nous devons remplir ce bocal-là, nous devons commencer par mettre des grosses pierres de notre vie. Donc, ce qui est important, si c'est la religion, je mets la religion d'abord. Ensuite, si c'est mon travail, je mets mon travail. Si c'est mon épouse, je mets mon épouse. Et ensuite, le détail là, voilà, regarder la télé, aller au stade, etc. Ça, vraiment, s'il n'y a pas de place, bon, je m'en passe. Donc, c'est un peu ça. Mais également, il propose donc une grille vraiment de planification de nos priorités. Vous voyez ici dans l'image à droite, donc il dit on va planifier en fonction de ce qui est important pour nous. Donc, nous avons une mission, une vision et des valeurs. Donc, c'est ça qui va nous permettre de déterminer l'importance de ce que nous allons faire. Et ensuite, dans l'abscisse, ou l'ordre, je ne sais même pas comment ça se passe, je ne suis pas mathématicien. Donc, on a donc ce qui est urgent, ou pas urgent. Et c'est le croisement qui donne donc le tableau qu'il propose, un tableau qui est très, très, très puissant. Mais il dit, nous devons focaliser notre énergie sur le comportement qui est en vert, efficacité, donc focus. C'est là où vraiment on se réalise, c'est là où on exécute notre programme. Tout le reste, c'est des urgences, donc c'est des crises qu'on va gérer, ou bien c'est des détails qu'on va gérer. Mais vraiment, si nous voulons le développer, nous devons grignoter du temps chez les autres pour pouvoir disposer du temps pour traiter ce qui est important et pas urgent. C'est là où vraiment on se développe. Donc, ça c'est trop. Donc, c'était ça, donc les trois premiers, comment on l'appelle, habitudes, donc qui nous permettent d'avoir des victoires internes. Ça, si on l'a, on est vraiment bon. On est le programmeur, on a pris notre responsabilité, on a écrit notre programme, on a un plan d'action, et ensuite, on commence par les priorités. Maintenant, on passe à l'étape de la coopération. Donc, vraiment, ça, c'est les victoires publiques où vraiment on va essayer de améliorer nos relations avec les autres. Et pour cela, il nous demande de faire penser gagnant-gagnant. Il faut que dans les relations que nous établissons avec les personnes et dans les interactions que nous avons avec ces personnes-là, que nous soyons dans un esprit gagnant-gagnant. Ensuite, il nous demande de chercher à comprendre avant de vouloir être compris. Donc, vraiment, cherchons à comprendre l'autre avant de pouvoir demander à être compris. Et maintenant, établissons des synergies avec nos vis-à-vis pour pouvoir profiter du mieux sur des situations que nous partageons avec les autres. Donc, ça, c'était ça. Donc, pour le premier principe, gagnant-gagnant. Pour établir une relation gagnant-gagnant dans nos interactions, il faut que nous soyons vraiment dans nos positions de vie, dans un état plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je valorise la personne qui est en face de moi, qui donne son importance, et que j'admette moi mon importance. En l'absence de cette valorisation mutuelle, de respect mutuel avec les personnes avec qui je travaille, il sera difficile d'établir des relations gagnant-gagnant. Donc, il faut que je considère que mon fils, vraiment, est quelqu'un qui a de la valeur. Il faut que mon épouse soit considérée comme quelqu'un qui a de la valeur. Il faut que mon collègue de travail soit pensé comme quelqu'un qui a de la valeur. Mon patron, etc. Quelle que soit l'animosité qui puisse
exister entre nous, il faut que j'admette qu'il a de la valeur comme moi j'ai de la valeur. C'est dans ces conditions seulement que je peux penser gagnant-gagnant. Mais si il y a quelqu'un qui n'est pas OK dans la relation, c'est on perd. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, et pour cela, donc, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas peut-être le temps pour ça. Mais si vous retenez ça, c'est bon. Donc, voilà, il dit, donc, pour une gestion efficace, la négociation à son nul, il faut qu'il gagne, etc., est délétère. Il est nécessaire et plus utile de trouver des solutions satisfaisantes les deux parties engagées afin de bâtir des relations solides pour le long terme. Donc, il faut donc changer de paradigme. Il s'agit donc de considérer la vie comme une coopération et non comme une compétition. La plupart des réalisations sont basées sur un effort partagé qui nécessite des solutions gagnant-gagnant pour tous. Donc, l'autre habitude, la cinquième, c'est chercher à comprendre, ensuite à être compris. Donc, c'est vraiment le principe de la communication. Donc, vraiment, il faut que l'on soit ouvert, que l'on accepte de se rendre vulnérable à l'autre pour pouvoir accéder à lui. Il y a Dale Carnegie qui dit que c'est à travers le cœur qu'on arrive à l'esprit. Donc, si vous ne touchez pas le cœur de quelqu'un, il sera difficile de l'atteindre et de le changer. Donc, pour établir donc une communication et se faire comprendre de l'autre, il faut que vous acceptiez de vous rendre vous-même vulnérable. Et cherchez donc à comprendre l'autre d'abord, à l'écouter et à se mettre à sa place. L'autre disait qu'il fallait opérer ce qu'il appelle une transpection. Il y a une introspection, mais je dis il faut faire une transpection. Soit quitter sa personne pour vous mettre à la place de l'autre pour pouvoir comprendre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Donc, c'est important. Évitez donc de le diagnostiquer ou de le juger avant d'intervenir avec lui. Donc, vraiment, ça, c'est également un paradigme très important. Parce que quand nous communiquons en acceptant de se faire comprendre, on centre la communication sur ce qu'on appelle le besoin. Si je parviens à identifier ton besoin et que vous parvenez à comprendre mon besoin, la communication devient plus fluide. Et ensemble, nous pouvons effectivement trouver des solutions qui vont enrager tout le monde. Mais sans cette écoute, sans cette empathie, sans cette focalisation sur les besoins, la compréhension des attentes et besoins de chacun, il sera difficile de communiquer. Est-ce qu'il est possible pour vous de ne pas être d'accord et d'avoir tous des raisons? Les gens de droite ils disent que c'est 6, les autres disent que c'est 9. Et je crois que tout le monde a raison. C'est ça la vie. Hein? Parce qu'on n'a pas les mêmes perspectives, on n'a pas les mêmes paradigmes, on n'a pas la même histoire. Donc, de ce fait, pour certaines situations qui sont des relations humaines, il est souvent possible que nous ne soyons pas d'accord avec quelqu'un et que tous les deux nous ayons raison. Donc, il faut noter cela. Peut-être que ça va faciliter donc la communication et la nécessité de mieux comprendre l'autre. Donc, profiter des synergies. Donc, quand vraiment je pense gagnant-gagnant et que je cherche à comprendre l'autre et que l'autre cherche à me comprendre, nous parvenons nécessairement à une synergie. Et la communication synergique, c'est la communication qui va nous pousser à trouver ce qu'elle appelle une troisième voie. C'est-à-dire, si j'ai un besoin, toi tu as un besoin, on nous avait donné lors d'une formation l'exemple d'un conflit entre deux villages. Donc, il y avait un arbre, le village A avait besoin des racines, le village B des feuilles et des branches. Mais ils ne sont pas entendus, ils n'ont pas communiqué, ils ont commencé à se chamailler parce que chacun voulait l'arbre en tant que tel. Donc, en s'écoutant mutuellement et en identifiant les besoins des autres, à l'écoute des besoins, ils sont arrivés à comprendre que l'autre avait besoin des racines, nous des feuilles. Donc, on peut partager l'arbre. Et chacun a trouvé son compte dans ça. Donc, la solution, la troisième alternative. Donc, ça, c'est donc accepter la différence. Écoutez pour savoir comment vous pouvez vous compléter avec vos différences. Donc, les différences ne doivent pas être le dénominateur commun qui va nous séparer, mais vraiment nous permettre de nous rapprocher. Parce que c'est que ça, c'est truc. Moi, je suis fort là, vous n'êtes pas fort ici. Vous êtes fort là, moi, je ne suis pas fort là. Et comment on va faire pour renforcer nos forces et compenser nos lacunes mutuelles. Et là, il va falloir qu'on analyse les forces. Parce qu'à chaque fois que nous voulons changer, il y aura des forces qui vont résister. Et nous devons anticiper sur ces forces-là pour les analyser et les neutraliser avant qu'ils n'entravent donc la réalisation des changements que nous voulons. Donc voilà, donc vous voyez un peu les deux ânes là. Voilà, parce qu'ils ne se font pas confiance, chacun va aller de son côté. Mais après réflexion, ils se sont rendus compte, ah non, on peut trouver une meilleure solution. Et quand ils se sont parlé, qu'ils sont compris, voilà, ils ont partagé les bénéfices donc, de la synergie. Donc c'est un peu ça l'esprit donc, de la synergie.
La quatrième partie, c'est vraiment aiguiser vos facultés. Donc, améliorez-vous de manière continue. C'est l'amélioration continue. Et cette amélioration continue doit se faire dans les 4 dimensions de la personne. La dimension physique, la dimension mentale, la dimension spirituelle et la dimension sociale et émotionnelle. Donc, c'est ça qui va nous permettre donc de rester, comme n'oubliez pas le rapport facteur de production. Donc, c'est ça qui va nous permettre donc de maintenir le facteur de production en marche. Parce que si nous ne maintenons pas, et notre premier plus grand asset, c'est notre capacité à gagner de l'argent ou à gagner notre vie ou à contribuer à quelque chose. Si on n'est pas là, on ne pourra pas le faire. Si on n'en tient pas le physique et on tombe malade, on ne pourra pas travailler. Si on n'a pas le mental, on ne va pas être motivé pour faire ce qu'on doit faire. Si on n'est pas en accord avec notre Seigneur, bon, c'est une perte. Si on n'est pas bon avec nos rapports, dans nos rapports sociaux également, ce n'est pas bon. Donc, il faut que la maintenance et l'entretien se fassent dans les quatre dimensions. Donc, voilà, je suis en train d'aller à pas de géant. Donc, la conclusion de l'auteur, il dit que le vrai changement ne peut émaner que de notre effort intérieur. Si nous voulons un changement, c'est nous qui devons changer. Et bâtir un caractère intègre et une vie faite d'amour et d'attention n'est pas chose aisée. Ça ne va pas être facile. Il dit commencer par le désir de centrer sa vie sur des principes et nous défaire des anciens paradigmes. Donc, il faut qu'on soit prêt à centrer nos vies sur des principes. Et il faut qu'on travaille pour remporter des victoires internes. Donc, accepter notre responsabilité et la prendre, écrire le programme et planifier en fonction de nos priorités. Et Emerson disait, ce que nous persistons à faire devient plus facile, non pas que la nature de la tâche ait changé, mais parce que notre capacité à l'accomplir s'est accrue. Donc la conclusion est là. Donc il dit, il croit que les principes justes sont des lois naturelles et que Dieu, notre créateur, est la source, ainsi que la source de notre conscience. Je crois que si les individus vivent selon cette conscience élevée, ils s'épanouissent naturellement. S'ils ne vivent pas selon cette conscience, ils ne dépassent pas l'état animal. Je crois qu'il y a des parties de l'être humain qui ne peuvent pas être atteintes par les lois et l'éducation, mais demandent la présence de Dieu. Je crois qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas nous perfectionner. Nous ne pouvons que nous perfectionner. Si nous vivons selon les principes justes, nous recevons l'aide divine qui nous permet de réaliser le potentiel par lequel nous avons été créés, pour lequel nous avons été créés. Comme le dit Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Mais lui-même, il subit donc la part de ces choses-là. Il subit donc la plupart de ces choses qu'il a décrites ici. Mais la lutte est enrichissante et en vaut la peine. Cela donne un sens à ma vie et me permet d'aimer, de servir et d'essayer. Voilà ce que l'auteur dit. Donc, pour terminer, je me recommanderai et je vous recommanderai que nous tous nous soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde. Et les forces de ce livre, moi, je crois que c'est un livre vraiment qui est costaud. C'est un peu ça, c'est sa faiblesse. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Mais c'est un livre vraiment qui permet de s'améliorer. Ce livre aurait pu constituer 7 livres différents. Et d'ailleurs, l'auteur a écrit 7 livres presque sur les thèmes qui sont développés dans cet ouvrage-là. Donc, vraiment, c'est un peu ça que je vois. Mais vraiment, c'est un livre que chaque membre de l'amicale, en tout cas chaque cadre, devrait avoir, parce que ça permet vraiment de s'améliorer et de voir vraiment comment travailler sur soi pour pouvoir être plus efficace dans ses relations avec l'extérieur. La parole. Encore, hein, donc vraiment merci pour cet exposé vraiment très clair et riche en enseignements. Donc là, je pense que je vois Amari, le grand Amari qui a levé sa main, qui voudrait participer. Donc on va lui donner la parole. Les autres aussi pouvaient successivement lever la main hein, si vous voulez prendre la parole. Donc Amari, bismillah, pour une question ou une suggestion. Et une contribution plutôt. Alors, grand Amari, on n'entend pas, peut-être que le micro est fermé. Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Donc, nous remercions le frère Ndaro pour la brillante présentation. C'est vrai que le livre est très riche et que peut-être le temps ne lui permet pas d'entrer à fond dans les trucs. Alors, ce que je retiens simplement des habitudes et qui, à mon avis, doit être la nôtre dans le travail islamique, c'est vraiment la cinquième habitude. La cinquième habitude, là où il parle à comprendre et comprendre l'autre. Je pense que ça,
nous devons vraiment travailler cette habitude-là. Et en tant que, non seulement en tant qu'acteur du travail islamique, mais aussi en tant que cadre dans nos activités de leadership et de gestion. Parce que comprendre l'autre, c'est vraiment être tolérant, être accepter l'autre, etc. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Je voudrais également signaler que il y a, comment on appelle ça encore, gérer les priorités. La troisième habitude. Je voudrais juste informer les frères qu'il a aussi écrit un livre, Stephen Covey, sur la priorité aux priorités, hein, qui constitue un chapitre dans les 7 habitudes. Il en a fait un livre assez volumineux qui est assez intéressant. Et je suis en train de terminer ce livre-là. Là également, c'est un livre très intéressant parce qu'il montre les priorités. C'est-à-dire que est-ce que ce qui est important et ce qui est urgent. On a l'impression que dans nos entreprises, on s'occupe des choses urgentes, alors qu'en réalité, ce ne sont pas des choses importantes. Et ça bloque le travail de l'entreprise. Ça aussi, je recommande ça aux frères de lire ça. Il y a des gens qui veulent intervenir et autres. C'était juste pour remercier le frère et donc pour partager un peu cette information-là concernant son livre-là, qui est priorité aux priorités. Barakallah fiik. Jazakallah khair. Salam alaikum. Barakallah. Jazakallah khair. Donc, je pense qu'il y a Babacar aussi qui veut prendre la parole. Donc, Babacar, tu peux y aller. Donc, je pense que nous allons les points en même temps. Après, à la fin, il pourra répondre à toutes les interpellations. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok. Alaikum salam. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on entend. D'accord. Alors, je commence par remercier le grand frère Naraw, donc pour sa présentation remarquable. Moi, je ne vous le cache pas, je profite un petit peu des avantages du digital. Là, j'étais en train de faire mon sport. En même temps, j'écoutais religieusement ce qu'il était en train de dire. Ça me donne envie de lire le livre. Donc, j'aimerais bien savoir déjà où est-ce que je peux le trouver. En tout cas, moi, j'ai retenu une chose essentielle. C'est que le changement, en fait, ça vient de l'intérieur. Donc, il l'a dit. Et c'est vraiment la chose que j'ai bien retenue. Le changement vient de l'intérieur, c'est-à-dire que le changement, on ne peut pas le forcer. Et ça rejoint un petit peu aussi l'approche islamique, hein, de la dawa, en fiddin, c'est-à-dire que point de contrainte en religion, on ne peut pas forcer la personne à changer, à croire. On ne peut que lui donner les outils, en fait, pour cela. On ne peut que lui donner les informations, les outils, mettre tout à sa disposition pour qu'il puisse prendre le bon chemin. Mais on ne peut pas lui imposer, on ne peut pas le forcer à changer. Donc, je pense que dans ce livre, ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples de manières d'approche, en tout cas, qui rejoignent nous, notre foi islamique. Donc, et je pense que vraiment c'est très intéressant comme ouvrage. Voilà, c'était juste une contribution. Merci encore et merci à la CMS également pour ces genres d'organisations qui sont très intéressantes pour les intellectuels comme nous. Salam alaikum. Alaikum salam. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir? Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Merci encore au frère Ndaraw, Jazakallah khairan, pour la présentation et j'espère qu'elle sera partagée. Moi, en fait, j'ai juste un souci par rapport à 2 points. C'est-à-dire quand on dit que le changement doit venir de l'intérieur. Mais il y a un autre axe aussi où Ndaraw parle d'antipathie. Et on sait que quelquefois, nos objectifs personnels peuvent être en contradiction avec celle de l'entourage. Et on a bien parlé d'empathie dans le thème. Comment concilier les deux? Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Oui, tout à fait. Je pense que là, bon, Ndaro a noté, question intéressante. Comment concilier empathie et objectif personnel? Ok. C'est Aomboub, Ndaro. L'objectif, c'est entre vous. Ah oui, oui. Salam alaikum. D'accord, on y revient, Inch'Allah. Excellent. Merci. Donc, il y a Daman qui veut prendre la parole. Salam alaikum. Salam. Je me présente, je m'appelle Damandia, j'ai milité dans l'AMU de 2004 à 2012. Je ne connais pas beaucoup de personnes, mais voilà, je suis un petit nouveau. Je remercie le frère et tout ce qui de près ou de loin ont contribué à cet exposé. Allô, vous m'entendez? Oui, on a. Allô? Oui. Donc j'avais une question. C'est qu'à côté, quand j'ai vu cette habitude de ceux qui réalisent tout, je m'attendais à ce qu'il y ait un prix à payer, le prix du sacrifice, ça veut dire la douleur, l'échec, le côté négatif qu'on ne sait pas, qui existe bel et bien, c'est un peu la froideur, c'est en général ceux qui réussissent le plus souvent, ils ont un profil psychologique assez dur, c'est des personnes qui droit au but, qui sont égoïstes, donc c'est le côté noir, le côté obscur en tout cas de ces personnes-là, qui existe bel et bien dans l'islam, donc où on parle même d'endurance, et sabre, parce qu'il y a un prix à payer qui est très fort. Quelle est la place exactement que l'auteur a gardé pour ces traits de personnalité? D'accord, je pense que la question a été notée. Le frère va essayer d'apporter une réponse. Donc, la parole si quelqu'un d'autre veut intervenir. Donc, moi j'ai toute une petite question, donc juste par rapport à l'auteur, hein, le connaître un peu plus. Quand il parle de spiritualité, et bon, il parle beaucoup de spiritualité, de Dieu, etc. Donc, en fait, est-ce qu'on a plus d'éléments sur sa foi, lui en tant qu'auteur, en fait, juste cette petite question-là. Est-ce que c'est un évangéliste, etc. C'est bon? S'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole, bon, le frère Marao peut essayer d'apporter des réponses aux interpellations. Bismillah. Ok, alaikum salam, jazakumullah khair. Amin pour les prières et je vais commencer donc par la dernière question, c'est la question de Ndiawar. Effectivement, lui, c'est un chrétien, hein? Donc je crois que ça ressort quelque part, il parle de Dieu le Père, genre, et voilà, c'est un chrétien, donc il est très spirituel, certainement. Il appartient à l'église de Jésus, je sais pas quoi, j'ai pas retenu le nom, hein? Donc, mais quand même, c'est un croyant, donc c'est un croyant. Donc, c'est très présent. Et en tout cas, je me retrouve, comme disait tout à l'heure Babacar, vraiment sur certaines valeurs. Je vois que quelquefois, j'ai l'impression que c'est l'islam qui parle, quoi. C'est l'islam qui parle, donc il y a ça. Donc, on peut chercher davantage pour connaître si on veut avoir de plus amples idées sur sa religion, carrément. Mais c'est un chrétien, donc c'est ce que je peux dire. D'abord, pour le côté noir, je ne sais pas, en tout cas, sa vocation, lui, c'était vraiment de travailler sur le caractère. Le caractère, comme vous dites, effectivement, la partie sobre, éventuellement, la persistance, l'endurance, la patience. Je crois que même s'il ne l'a pas dit, hein, c'est très présent dans ça, parce que pour changer, vraiment, il faut être patient. Patient avec soi-même, surtout, c'est patient avec soi-même, persistant, pour rester en cohérence avec ses valeurs. Donc souvent, ce n'est pas évident. Quelquefois, la persistance, si je peux dire, devient facile, devient rapide pour nous pousser à faire des choses. Si on n'est pas patient, on ne pourra pas. Mais quand même, de manière spécifique, en tout cas, il n'a pas identifié des habitudes vraiment sur ça. Par contre, il en parle. Donc, quand il définissait donc les principes plus ou moins universels, il a parlé de sacrifice, il a parlé d'intégrité, il a parlé de plein de choses qui fondent l'éthique du caractère. Donc, vraiment, il a évoqué
il a fait un grand exposé sur ça, étude du caractère contre éthique de la personnalité. Peut-être on peut le davantage cela. Mais vraiment, il n'en a pas fait un aspect spécifique. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. Je n'ai pas d'autres informations. Si vous en avez également, vous pouvez les partager. Si vous pouvez activer votre vidéo, comme ça va permettre de mettre un visage sur le nom. Hein? Ok. Awamoup, donc il parle d'objectifs personnels et empathie. Bon, en fait, il y a deux choses. Lui, il veut qu'on soit clair nous-mêmes, avec nous-mêmes. Passez-moi à la répétition. Il faut que Awamoup se dise que je suis responsable de ma vie et de mes résultats. Et mes résultats sont le résultat, passez-moi à la répétition encore, de mon comportement, mes attitudes. Et mes comportements et attitudes sont le fait de mes paradigmes. Et donc, si j'admets ma responsabilité dans ça, je peux changer mes paradigmes. Donc, c'est par ça qu'il faut commencer. Ça demande un travail. Et même tout à l'heure, dans la définition des facteurs qui influencent l'habitude, peut-être pour moi, il a oublié de citer la répétition. Mais il faut faire la chose pendant une certaine fois pour que ce soit vraiment ancré dans le cerveau, quoi, avec les chemins neuronaux, les connexions, etc. Donc, il y a cet aspect-là que j'ai. Donc, si Awamoup a un objectif spécifique, il doit être clair avec cet objectif-là et il doit mettre en place son plan d'action. Et dans son plan d'action, il y a des choses qui vont dépendre strictement d'elle. Donc, ces choses-là, elle les fait. Et il y a des choses qu'elle devra faire avec les autres. Et là, il faut qu'elle développe donc ses relations avec les autres. Et dans le développement de ces relations avec les autres, elle doit faire très attention, chercher à comprendre l'autre d'abord, avec qui elle travaille, avant de pouvoir être comprise par cet autre-là. Et c'est dans ça, cette communication-là, qu'elle doit faire preuve d'une bonne écoute et de beaucoup d'empathie pour se mettre à la place de l'autre pour pouvoir la comprendre. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, si Awamoup a un projet qui demande la collaboration ou la coopération de quelqu'un d'autre, elle doit mettre en place une stratégie de communication stratégique, synergique, excusez-moi, où la personne vis-à-vis d'elle va comprendre qu'elle a à gagner dans ce qu'elle propose. Et pour arriver à cela, il faut qu'elle comprenne d'abord ses besoins et ses attentes. Et là, elle ne peut pas l'avoir si elle n'écoute pas cette personne-là et se met à la place de cette personne. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc pour Babacar, donc effectivement, je partage son point de vue. Donc, effectivement, c'est. Et même plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Donc, il faut que le changement parte de nous. Il dit donc, il ne change pas l'état du peuple tant que le peuple n'a pas changé ce qui est en eux-mêmes. Puis individuellement, nous tous, si nous voulons avoir un meilleur Sénégal, il faut que chaque Sénégalais soit le meilleur Sénégalais pour que le Sénégal soit meilleur. Mais si le Sénégal ne change pas, le Sénégal ne va pas changer. Effectivement, c'est l'approche. Vraiment que l'auteur prône, en tout cas, il dit les changements que nous voulons doivent se réaliser de l'intérieur vers l'extérieur. Et quelque part, je ne sais pas lui qui l'a dit, je crois, il dit vous créez votre habitude et l'habitude fait de vous ce que vous êtes. Donc, les habitudes, c'est très important. Il y a un autre livre très intéressant, peut-être j'aurai l'occasion de faire un exposé sur ça. Ça s'appelle Le pouvoir des habitudes, vraiment très puissant, qui nous permet de comprendre le mécanisme des habitudes. Donc, Amari, effectivement, donc, moi j'ai peur quand j'ai vu Amari, j'ai dit attention, il faut que je fasse attention à ce que j'ai dit là. J'ai un expert vraiment dans le domaine. Machallah, nous saluons sa contribution. Et nous avons noté effectivement pour le livre Priorité aux priorités. Et ce que je disais tout à l'heure, je disais donc ce livre-là aurait pu être réparti en plusieurs livres. Et d'ailleurs, l'auteur a écrit effectivement plusieurs livres à partir de ce livre-là. Donc, il y a Priorité aux priorités, il y a la troisième voie, il y a un livre qui s'appelle Troisième voie, il y a La vitesse de la confiance. Il a écrit, par exemple, beaucoup d'autres livres qui sont issus de ce premier ouvrage-là. Donc, vraiment, effectivement, c'est un livre très riche. Et pour commencer, je demanderai à chacun, en tout cas, de pouvoir. Je crois que moi, c'est Khardio qui me l'avait offert, donc la version anglaise. Ensuite, il y a un collègue qui m'a offert la version française. Il y a un autre collègue qui m'a offert la 8e habitude. Ils savent que j'aime bien ces domaines-là. Ils m'ont offert tous ces livres-là. Mais je crois qu'à 4 ans, vous pouvez avoir tous ces livres-là. Donc, voilà ce que je crois que c'était ça. Donc, retenons là que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Personne ne peut forcer quelqu'un à changer. Et personne ne veut changer d'ailleurs sur la base de l'influence des autres. Donc, Dale Carnegie disait, il faut donc motiver l'autre à changer. Il faut que vraiment qu'il voit
et qui perçoivent l'intérêt qu'il a à changer dans le sens que tu lui indiques. Vraiment, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc, peut-être le Joum, si mal, comme on dit, il y a l'article un peu s'il y a une communication ou bien des formations de l'idée de l'auteur, c'est de mon fait, mais je voulais juste partager en tout cas mes notes de lecture. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا à tous d'avoir participé. Barakallahu fik, ce sera le mot de la fin. Donc, au mois prochain, Inch'Allah, pour une autre chronique. Barakallahu fik, jazakumullahu khair. Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خيرا.